ravie de vous revoir pour inaugurer cette nouvelle exposition qui s'intitule Écart et correspondance. Il s'agit d'un dialogue entre les créations de l'artiste céramiste Jacques Kaufmann et une sélection d'œuvres issues des collections du musée Barnier-Muller. Jacques Kaufmann est présent parmi nous, nous avons beaucoup de chance, ainsi que Anne-Claire Schumacher, qui est conservatrice responsable au musée Ariana. Nous allons débuter sans attendre cette discussion et je passe donc le micro à Jacques Kaufmann. Merci Laurence, merci à vous. J'ai préparé quelques mots d'introduction. Ensuite, nous allons échanger avec Anne-Claire Schumacher. Je m'étais noté quelques mots-clés. Émotion, d'être avec vous, ici, aujourd'hui. Tout un programme. D'être avec vous, ce que je peux voir, c'est que dans le public, il y a des figures amies, familiales, collègues, et des figures que je ne connais pas. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, la rencontre a fonctionné. Merci. Le dialogue. Alors, ici, je me suis souvenu, en venant tout à l'heure, depuis ma campagne, que la première exposition, en 1977, c'était à la fin de la formation à l'École d'art appliqué de Genève, organisée, cette exposition, par Philippe Lambercy et ses collègues, professeurs, et elle se tenait à quelques pas d'ici, à la Grand-Rue, de ce qui était, à l'époque, le centre genevois de l'artisanat. Cette exposition m'a amené une deuxième exposition, une troisième, et puis finalement, ça ne s'est jamais arrêté. Et je me dis que 45 ans après, ben oui, 77-2022, ça fait 45, finalement, je me retrouve à la rue Jean Calvin, pas très loin de là. Donc des petits pas, peut-être, apparemment, mais entre deux, il y a eu tout un parcours à travers le monde. Et la céramique m'a permis de découvrir toutes sortes de cultures, en commençant par l'Afrique, en continuant avec l'Extrême-Orient, le Brésil, l'Inde récemment, bien évidemment l'Iran, la Turquie, etc. Je ne vais pas tout... ça, c'est pour le ici. Et aujourd'hui, un plaisir de voir que la plupart d'entre nous, nous sommes sans masque, ce qui est... On n'était plus habitués à cela. C'est pas évident. Voilà, remerciements à Laurence Matet, Anne-Joëlle Jardin, Ludovic Jacquier, Luis Lorenzo, Nicole Gérard, qui font partie de l'équipe et qui ont mis en place cette exposition, avec qui nous avons correspondu, échangé beaucoup. Merci à Monique Crick, l'ancienne directrice du musée Bord, qui nous a présenté, Laurence Matet et moi-même, en une journée où, au bureau, il y avait une discussion autour de Steve McCurry et l'exposition autour du wabi-sabi. Et il s'avère que mes séjours au Japon m'ont rendu un petit peu familier à cette notion-là et intéressé par cette notion-là. Donc on a commencé à discuter non seulement de notre projet éventuel, mais également du wabi-sabi. Ça a donné lieu à la première collaboration autour d'un texte qui était affiché ici, sur le wabi-sabi. Merci également à Anne-Claire Schumacher, présente ici. Je ne peux pas ne pas mentionner Isabelle Neff, qui sont les deux têtes du musée Ariana, avec qui nous avons amplement collaboré, et magnifiquement collaboré en 2019, pour une exposition tout à fait différente, autour de la brique, pour faire simple. Merci également, elle n'est pas présente, Stéphanie Hadida, qui a écrit un texte pour le catalogue, qui est membre de l'Académie de la céramique. Max Loeb, je ne sais pas s'il est ici. Non, il n'est pas arrivé encore. Il n'est pas encore arrivé, d'accord, qui a écrit un texte en tant que poète. Merci il est là, à vous.
et à Maurice Bouchentouf qui a réalisé quelques vidéos qui ont été diffusées sur Instagram. Je finis, mais bien évidemment, comme on dit en anglais, last but not least, avec mes remerciements à la famille Barbier-Muller, M. Stéphane Barbier-Muller qui est ici présent, pour l'accueil dans ce lieu et au sein des collections du musée. Pour moi, c'est un vrai privilège, un honneur, un plaisir. Je mélange ces trois mots pour en faire mon sentiment actuel. Dans ce musée que je ne savais pas très bien si ça s'appelait le musée des arts premiers ou arts anciens, et maintenant qu'on nomme le musée des arts lointains. On voit d'ailleurs que le vocabulaire, il évolue en fonction des réflexions du temps par rapport à cela. Nous sommes ici, rue Jean Calvin, à Genève, au cœur de la cité protestante. Cela manifeste en fait l'intérêt du fondateur de cette collection et de sa famille pour les cultures du monde. Je continue ? J'ai bientôt plus de questions à poser. Alors on va passer le micro. Alors j'arrête. Bonsoir à tous. Effectivement, avec Jacques Kaufmann, nous avons abondamment collaboré dans cette exposition Murmure, vous savez, qui était en 2019 de l'autre côté du Covid, où on s'est, quand la pandémie est arrivée, on s'est réjoui chaque jour du fait qu'on ait pu ouvrir cette exposition, qui était une exposition d'envergure, puisqu'elle était à l'intérieur du musée, mais aussi dans le parc. D'ailleurs, on a gardé toujours le vol de la mouche, qui fait toujours l'admiration de notre public. Dans cette exposition, nous avions surtout collaboré sur le thème de la brique. Elle s'appelait Murmure. Ici, tu as recours finalement à tous les archétypes de la céramique, aussi bien la brique, que tu en as remis quelques-unes, mais aussi la figure humaine, le contenant. Est-ce que c'est un besoin pour toi de revenir au début de l'histoire ? Alors, il s'avère, et c'est pour moi excellent de démarrer avec cela, il s'avère que dans ce que j'appelle l'arbre de la céramique, nous avons démarré, nous, humanité, avec la figure humaine. Plutôt avec la figure de divinité, des déesses de fécondité. La déesse Dolni Vestonice est un vestige, là je parle sous l'autorité d'Anne Claire, 29 000 ans, est-ce que c'est avant ou après Jésus-Christ, je ne sais pas, enfin voilà. Voilà. Enfin, grosso modo, on est dans ces ordres d'échelle-là du temps. Et pour moi, ce qui paraît extrêmement important, c'est que notre humanité a d'abord dédié son activité avec la Terre vers des divinités. On pourrait imaginer, le sens commun dirait, c'est plutôt des bols ou des récipients. Non, on a commencé avec les besoins spirituels de l'humanité avec la Terre. Ensuite, moins 13, toujours sous son autorité, on a les récipients qui arrivent et qui rendent compte ou prennent en compte nos besoins du quotidien. Troisième grande branche, la brique, moins 11 000 ans, du côté de Jéricho. Et à partir de là, on a une branche, c'est l'architecture. Donc d'une certaine manière, moins 29 000 ans, la sculpture, le spirituel, les dieux. Moins 13, le design, les besoins du quotidien. Moins 11, l'architecture. À partir de là, ces branches du tronc céramique se sont développées. Et continueront à se développer. Et il s'avère que moi et d'autres ici dans cette salle, porteurs de cet héritage-là, nous ne pouvons que nous considérer comme des tout petits maillons d'une énorme chaîne de transmission, d'abord de maîtres à disciples, après de professeurs, etc., des autodidactes. Mais enfin, grosso modo, voilà, nous développons cette immense chaîne ininterrompue depuis l'origine, ce qui montre aussi, je finis avec ça, que l'humanité a toujours trouvé le moyen de se recycler et de recycler au sein de ses besoins fondamentaux sa relation avec la céramique. Parce qu'avant tout, la céramique, c'est l'art de tous les éléments. On convoque les 4 éléments pour faire de la céramique. Et c'est probablement pour ça qu'on n'a perdu aucun de ces archétypes en route. Il y a ça, puis il y a une autre chose qui m'intrigue beaucoup,
c'est... alors malheureusement, il y en a certains dans la salle qui l'ont déjà écouté 15 fois, cette histoire-là, mais il s'avère que nos religions révélées, judaïsme, christianisme, islam, nous avons à peu près la même histoire de l'origine de l'homme, c'est-à-dire de ce souffle de Dieu sur la matière et qui donne l'humanité. Il s'avère, et je parlais de recyclage tout à l'heure, juste à présent, là, mais il s'avère qu'il y a des récits un peu à travers la planète. On retrouve des récits de l'origine de l'homme en Chine. On les retrouve en Amazonie, on les retrouve dans l'Égypte ancienne, 5000 ans avant Jésus-Christ, avec nous, Dieu potier à tête de bélier, qui, d'une certaine manière, a créé, quand on donne le récit, l'homme sur son tour. Et une fois qu'il a créé l'homme sur son tour, il s'aperçoit, lui Knoum, que l'homme est triste, alors il crée la femme, et quand la femme est là, il était assez talentueux parce qu'il a tout tourné, les cheveux, les yeux, la bouche, le cœur, l'âme, tout ça sur son tour en fait. Et quand il a fait la femme ne l'a pas regardé lui Knoum, il a regardé l'homme et il a compris, lui Knoum, que son travail était terminé et qu'il a pris son tour et il a chuchoté à l'oreille de la femme, c'est à toi de tourner maintenant. Donc 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc nos récits de religions révélées, on peut dire que c'est bien évidemment complètement issu de cela. Et d'ailleurs, nos mythes, je viens d'apprendre ça avec un mythologue, en permanence correspondent à une culture locale, mais en même temps passent de bouche à oreille, se transforment, sont tamisés, j'aime beaucoup cette idée qui ne vient pas de moi, mais ce mythologue, sont tamisés, tamiser c'est un geste céramique, pour les besoins nouveaux d'une autre population. Je voudrais revenir sur le titre de l'exposition, Écart et correspondance. Les correspondances, je vois bien, je pense que chaque visiteur va faire ses propres correspondances entre les œuvres de la collection et tes œuvres. Je voudrais revenir sur l'écart. L'écart est intéressant. Est-ce que l'écart signifie la juste distance ? Alors l'écart, c'est l'espace entre. Et je tire cela, je n'ai pas inventé ça, c'est François Julien qui a mis en place ce concept-là. Et on dirait que c'est téléguidé, mais en fait j'ai noté une phrase que j'ai tirée de François Julien. François Julien, nous avons coutume de regarder identité et altérité comme ce qui nous apparaît relever de la mêmeté et de la différence. François Julien, revenant d'un détour par la culture chinoise et par une déconstruction du dehors, nous propose un écart salutaire, celui justement du concept d'écart qu'il vient opposer à celui de différence et qui partant génère celui de l'antre. Donc l'écart finalement est beaucoup moins caricatural, l'espace, plutôt la différence entre les cultures, mais plutôt ce qui faisant partie de notre humanité est géré de manière avec un goût un petit peu différent et que je sais que tu voyages, je voyage, beaucoup d'entre nous voyageons. C'est ce qui fait le sel du voyage, c'est de mesurer cet espace du même et qui fait ce goût entre les cultures. Magnifique. J'aurais une question pour Laurence, parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu plus comment s'était organisée cette exposition, quelle part vous avez prise pour le choix des correspondances, le choix des œuvres de Jacques, et quelle est l'intervention de l'artiste, mais quelle est l'intervention du commissaire, parce que dans une exposition, effectivement, il y a le rôle du curateur, du commissaire, qui est aussi important dans la mise en œuvre d'une exposition, parce que vous connaissez les collections comme personne. Alors déjà, il y a 4-5 ans, Monique Cric m'a contactée pour m'informer qu'un événement important aurait lieu en septembre 2022. C'est le Congrès international de la céramique. Et elle m'a demandé est-ce que le musée accepterait de participer en présentant une exposition en lien avec cette thématique. Évidemment, on a accepté. Et puis on s'est retrouvés dans mon bureau. Et elle est arrivée avec Monsieur Jacques Kaufmann, artiste céramique, que je dois avouer humblement, je ne connaissais pas. Je connaissais le mur qui se trouve à l'extérieur du musée Ariana, mais j'ignorais qui en était l'auteur. Et évidemment que j'ignorais que Jacques avait créé
des sculptures grandioses dans plein de pays du monde, comme l'Inde, comme la Corée. Il a travaillé en Afrique et plein d'autres pays. Et donc, il est venu, il m'a confié son intérêt pour les cultures du monde. Il m'a même dit qu'il s'était inspiré des techniques des céramistes dans tous ces pays. Il m'a dit sa passion pour les arts et les cultures du monde et son désir de faire dialoguer, de faire cohabiter ses œuvres avec celles du musée. Alors, comment ça s'est passé? Première chose, il fallait faire plus ample connaissance et donc j'ai appris plein de choses et je dois dire que j'ai été bluffée. Non seulement par ses talents artistiques, par ses prouesses techniques, mais aussi par sa richesse intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui a fait que nous avons si bien travaillé ensemble. Tu es d'accord on était sur la même longueur d'onde. Alors on s'est rencontrés très souvent. Tu es venu beaucoup, je suis allée dans ton atelier plusieurs fois, j'y suis retournée avec nos scénographes. Et puis nous avons fait en sorte de dénicher dans les moindres recoins des objets qui entraient dans ton atelier et dans les réserves du musée, qui entraient en résonance. Et voilà comment nous avons travaillé. Heureusement, nous avons travaillé en amont. Et très tôt, tu nous as amené les œuvres dans nos réserves et nous avons pu préparer l'exposition. Donc l'exposition était montée par nos scénographes avant. Donc ça nous a permis, parce que parfois on se dit « Ah, mais tel objet va aller très bien avec tel autre », puis ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc le fait de préparer cette exposition à l'avance, eh bien, ça nous a permis d'écarter des pièces, d'en rajouter, voilà. Et on l'a fait vraiment main dans la main. Et voilà. Donc alors parfois on a travaillé sur des affinités stylistiques, parfois sur des caractéristiques, les couleurs, les lignes, les formes, mais aussi sur les différences ou sur la complémentarité parfois. Je pense à ce pot Igbo du Nigeria, dont la base est bombée et qui pourrait s'encastrer dans cette brique que tu as réalisée avec un creux, ou alors le petit personnage, la petite statue néolithique du Sahara, qui est très sereine, très zen, et qui cohabite avec un personnage, enfin la représentation d'un personnage qui pratique le kung-fu, les arts martiaux. Donc la zénitude d'un côté, l'action de l'autre, le corps, l'esprit. Voilà, comment on a fonctionné ensemble. Est-ce que ces correspondances avec la création contemporaine, c'est pas la première fois que vous faites effectivement des expositions avec un artiste contemporain, est-ce que ça amène une relecture des œuvres de la collection, une lecture nouvelle? Je pense que le visiteur peut porter un nouveau regard sur ces pièces et sur ces associations. Et c'est une façon d'inviter le visiteur à faire une expérience curatoriale ou muséale et à créer, à produire ses propres histoires. Et c'est ce qu'on a essayé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a rajouté des petites phrases qui viennent nourrir la réflexion du visiteur ou du lecteur. Et ça, c'est des phrases que vous avez, ou Oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé la poésie, les citations, et voilà. Donc j'étais heureuse de pouvoir faire ça. Merci. Je vais revenir à Jacques. Jacques, tu es un céramiste engagé, un artiste humaniste qui est toujours dans le lien. Et cette exposition, comme tu l'as dit, préfigure cet événement céramique de AIC 2022 à Genève au mois de septembre. Tu as été membre du conseil, président, maintenant président émérite de l'AIC.
tu peux juste nous dire un ou deux mots des enjeux de l'Académie internationale de la céramique aujourd'hui? Oui, bien volontiers. Alors, l'AIC, c'est-à-dire Académie internationale de la céramique, c'est une institution qui est née en 1952, c'est-à-dire ça a 70 ans, des désirs et des rêves d'un temps qui pensait que la dernière guerre était la dernière guerre. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et cet état d'esprit-là, qui en même temps a vu la naissance de l'UNESCO, a donné envie à un certain nombre de personnes, un petit groupe au départ, essentiellement des institutions, directeurs de musées, consuls, ambassadeurs, etc., de créer une passerelle, des ponts entre cultures grâce à la céramique. Parce qu'il est vrai que, comme je crois l'avoir un peu effleuré, on trouve de la céramique pratiquement partout dans le monde. Alors, en 52, ça naît. En 58 ou 59, l'Académie de la céramique est membre de l'UNESCO comme organisation non gouvernementale. Et puis, elle vit sa vie. Picasso a été membre de l'Académie, Fontana, peut-être Miro même, voilà, un certain nombre d'artistes. Et petit à petit, il y a ce groupe d'institutionnels ou de gens politiques ont ouvert leurs portes, savaient-ils bien ce qu'ils faisaient à l'époque, à des gens qui venaient du métier, c'est-à-dire qui avaient les mains dans la terre. Avec le temps passant, on va dire que les ambassadeurs, les consuls ont disparu et l'essentiel maintenant du corps de l'Académie de la céramique, ce sont des gens qui ont la main de la terre, accompagnés par des gens de musée, par des galeries, par des auteurs, des critiques, des collectionneurs, des ambassadeurs de bonne volonté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le titre d'ambassadeur, mais ils nous représentent dans un certain nombre de situations pour développer un certain nombre de projets. Actuellement, l'Académie a à peu près 1000 membres, répartis dans 77 pays du monde. On est en train d'essayer de rééquilibrer les disparités, parce que c'est vrai que quand on fait partie d'un centre, on a l'impression que le monde nous regarde, mais on n'est pas forcément amené à regarder ailleurs dans le monde. Et c'est ainsi qu'il y a des zones encore qui sont un peu aveugles au sein du monde en termes de représentation des pratiques céramiques. Et voilà, nous ouvrons avec des invitations spéciales en ce moment à des membres africains. On n'avait aucun membre d'Inde, maintenant on en a toute une série parce qu'on a ouvert la porte, on est allé chercher les gens. Et peut-être que le dernier, pour faire pas trop long, je dirais que le dernier message important, me semble-t-il, qui a été publié dans notre dernier bulletin ou newsletter, c'est le fait qu'avec la guerre d'Ukraine, tous nos collègues sont nos collègues. On ne parle pas politique, politicienne au sein de l'AIC, mais nous œuvrons tous au sein d'une diplomatie culturelle à travers le monde qui nous paraît être la seule chose que nous sommes capables de vraiment faire. Et je dois dire que mes voyages, qu'ils soient en Iran, à l'époque où c'était vraiment décrié ce pays à mettre au banc des nations, mais également la Turquie, etc., etc. Voilà, tout ça, ce sont nos collègues. Et je dois dire que l'accueil que nous avons les uns vis-à-vis des autres dans tous ces pays, il est remarquable. Donc, nous avons publié quelque chose. Tous nos collègues, qu'ils soient russes ou ukrainiens, sont nos collègues. Nous n'allons pas faire de différence à cause de l'actualité. Et nous allons soutenir tous ces membres-là en leur trouvant, le cas échéant et de leurs besoins, un soutien économique dans le lieu où ils résident ou un accueil dans nos pays européens au cas où ils le souhaitent, où ils se trouveraient déjà en Europe, et qu'ils soient ukrainiens ou russes, et quoi qu'on pense de ce conflit. On a appris hier qu'un des céramistes ukrainiens, membre de l'AIC, qui a perdu son atelier, il a son atelier à Kiev, a reçu de la terre et il peut recommencer à travailler. Je pense que c'est important. On va revenir à la matière, si tu le veux bien. On connaît, je pense qu'un de tes moteurs, c'est ta fascination pour le cycle de la matière, l'expérimentation. J'aimerais savoir à quel moment un essai, l'esquisse, devient œuvre. Alors, c'est intéressant parce que
j'ai l'habitude de dire que la céramique n'est pas un art conceptuel. Ça va susciter beaucoup de réactions et je ne suis pas complètement sûr de ce que je dis. Mais n'empêche que je l'affirme parce que ce n'est pas un pur esprit qui domine la matière. Bien évidemment, il y a des céramistes qui vont dans ce sens-là de la maîtrise absolue. Mais tout comme on pourrait dire que la plus belle des relations, c'est celle qui est en dialogue avec un partenaire, je pense que quand je veux dominer la matière, d'une certaine manière, je lui enlève une part de son... Comment je vais dire ça? De sa phénoménologie, de tout ce qu'elle comporte et que ma volonté seule ou que mon anticipation seule ne peut pas prévoir. Donc c'est pour ça que la céramique ne peut pas être un art purement conceptuel, parce qu'il y a toujours la part de l'autre, la part de la matière, de la réaction au feu, qui est un moment qui appartient à qui? Il est aveugle, il ne nous appartient pas. Il se passe quelque chose au niveau de la transformation de la matière qui est fondamentale. Et à partir de quand ça devient œuvre à partir du moment quand j'ouvre la porte du four, que j'ai une petite altération de la respiration, c'est-à-dire une émotion qui vient de mon corps et pas uniquement de ce que je pense qu'à partir de ce moment-là, je peux me faire confiance. Et si je me fais confiance, quelque chose qui se bâtit avec le temps, je peux avoir éventuellement confiance que si moi j'ai cette émotion-là, peut-être d'autres pourront l'avoir également. Tout à fait. Si on reste encore un peu dans la matière, j'aimerais un peu que tu nous racontes l'histoire de l'ardoise. Je trouve que c'est une belle histoire. Alors, l'ardoise, il y a une salle en bas, juste ici, une vitrine plutôt, qui est purement phénoménologique. Comment ça s'est passé dans le temps? Ça s'est passé que j'ai été invité en 1994 à donner des cours à l'école d'art appliqué de Vevey. Et ce qu'on m'a demandé de faire, comme porte d'entrée dans cette école, c'était de donner des cours de technologie. J'ai bien essayé de me défendre en disant « oui, moi je préfère la création ». On dit « non, ça sera la technologie ». Bon, allons-y. J'ai pensé, à la suite de celle qui était la femme de mon maître, Elisabeth Lambercy, qui enseigne la technologie à Genève, à l'école d'art appliqué, que en fait, enseigner la technologie céramique en partant des molécules, c'était vraiment pas sympa pour les étudiants. Donc, elle commençait, et j'ai commencé, à partir des matières premières telles qu'on les trouve dans la nature. Qu'est-ce qui se passe si je passe du granit dans mon four? Et si je passe toutes sortes de roches qui sont les matières premières, qui sont dans la composition, qui forment la composition de nos émaux céramiques. Et parmi ces roches, j'ai eu une intuition qu'il a fallu que je vérifie. Je vous raconte l'histoire. La roche primaire, d'où provient l'argile, ça s'appelle le granit, pour faire très court. Avec des millions d'années, de l'eau, du gel, du dégel, etc., cette roche primaire, dure, composée de 3 cristaux, mica, feldspath et quartz, devient argile, dont les composants chimiques sont à peu près les mêmes, mais dont la nature physique n'est pas du tout la même. Vous faites ça dans un bloc d'argile, il ne se passera rien, vous faites ça dans une masse de terre, et votre empreinte est prise. Bon. Mais l'histoire généalogique du matériau ne s'arrête pas là. Quand cette argile qui s'est déposée, des millions d'années, je répète, retourne dans la croûte terrestre, avec la température qu'il y a dans la croûte terrestre, avec la pression qu'il y a dans la croûte terrestre, ça devient une autre roche qu'on appelle métamorphique, l'argile étant une roche détritique, qu'on appelle l'ardoise. Alors, je passais un jour dans une des... à Genève, et puis il y avait un toit en démolition, j'ai pris un bout d'ardoise, je l'ai amené dans mon four, et là, vraiment, c'est quoi le truc? Cette ardoise qui était fine comme ça, est devenue épaisse comme ça. J'ai dit, je dois comprendre ce qui s'est passé. Et donc je réfléchis un petit peu, et je vais faire appel à votre imaginaire pour pouvoir vous représenter la chose. L'argile, quand elle se dépose au bord des rivières, année après année, on le constate. Le Rhône boueux, il y a des limons, c'est de l'argile.
Il va se déposer plus loin. Les particules les plus fines, le plus loin, en fait. Elle ne se dépose jamais seule. Elle se dépose avec un peu de matière organique, des branches d'arbres, des feuilles mortes, etc., etc. Et ça se fait, ça se stratifie, couche par couche, par couche, par couche, par couche. Quand je passe tout cela dans mon four, cette matière organique, elle bénéficie de conditions favorables vis-à-vis de la croûte terrestre. Il y a de la température, comme dans la croûte terrestre. Il n'y a pas de pression, au contraire de la croûte terrestre. Et il y a de l'oxygène dans mon four. Et donc ce carbone qui était piégé dans le schiste, il peut s'exprimer à une certaine température, quand la matière devient visqueuse. D'où ces expansions de roches, mais pas n'importe lesquelles. Parce qu'une fois que j'ai découvert le phénomène, j'ai été chercher un peu des ardoises. La plus proche, ce sont celles des Alpes. Eh bien, les ardoises des Alpes, ça ne marche pas. Donc j'ai dû faire une espèce de recherche de toutes les ardoisières d'Europe, et j'en ai découvert en Galicie, en Bretagne, qui fonctionnaient comme celles dont j'avais bénéficié par hasard au début de mon expérimentation. Et ça, aucune volonté ne pouvait le prévoir. Je finis avec ceci. L'actualité de cette matière organique à l'intérieur des schistes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les gaz de roche, et qu'on essaye d'extraire, ce carbone piégé dans la roche, avec toutes sortes de produits chimiques, etc. Voilà. C'est passionnant. Allez voir les pièces, c'est très impressionnant. J'avais bien sûr bien d'autres questions à te poser, mais je pensais bien que je n'arriverais pas à toutes les poser parce que je sais que tu es bavard, mais, mais je crois que c'est maintenant le temps des questions de l'Assemblée. Parce que dans la réalité, c'est une chose que j'ai commencé à aborder, la figure et ensuite la fonction et ensuite l'architecture. Il s'avère qu'une de mes rencontres au Japon, avant que je parte en Afrique, c'était un certain Koye qui faisait en même temps des bols pour la cérémonie du thé et des installations. Alors que, en tant que jeune artiste contemporain, en 83 peut-être, ou 2, quand il y a eu cette exposition au Musérat, ici on était vraiment bien cloisonné, hein. Soit tu fais ça, soit tu fais ça, soit tu fais ça. Tu dois choisir dans ta vie. Hein. Bon. Je vais en Afrique et je découvre une échelle de 84 à 86. J'ai travaillé pour la coopération suisse au Rwanda pour développer des projets céramiques. Et je découvre, en posant le pied au Rwanda, une échelle qui m'était inconnue pour la céramique. Ce que je connaissais en Suisse, c'était l'échelle de la main, l'échelle du bras, pourquoi pas l'échelle du corps. Mais l'échelle du paysage, je ne le connaissais pas. Et il y a une circonstance un peu particulière qui a fait que j'ai développé cette branche-là, mais avec d'autres. Et une des branches publiques, parce qu'elle m'a fait voyager dans le monde, ces installations de très grande échelle, c'est l'échelle architecturale, mais mon atelier n'a jamais cessé. Et j'ai continué mon travail de recherche sur les matériaux, j'ai parlé de l'ardoise et plein d'autres choses dont on n'a pas le temps de parler maintenant. L'échelle du paysage. Voilà, c'est une. Pourquoi choisir? En fait, ce qui m'intéresse, c'est la céramique en tant que telle, dans toutes ses possibilités. Et je me sens maintenant, bien évidemment, la liberté en fonction d'un lieu, d'un espace, etc., de répondre avec l'une ou l'autre, plutôt le matériau, plutôt le processus, ou plutôt l'espace, au centre de ma préoccupation. Et si je vous parle du processus, du matériau ou de l'espace, c'est que, en fait, si je devais résumer ma pensée en termes de création, c'est ce que je crois être au cœur de ma pensée créatrice, et une des manières que je définis de manière un petit peu présomptueuse, mais j'assume, une manière pour moi de toucher l'infini. Si on bouge quelque chose dans le matériau, si on bouge quelque chose dans le processus, ou si on bouge quelque chose dans l'espace, espace entendu comme espace culturel, économique, social, physique, spirituel, etc., eh bien, on a une infinité de solutions. Donc on n'a pas la question de l'inspiration, non. On travaille sur l'un ou l'autre qu'on met au centre. Mais de toute façon, les autres vont venir aussi. Alors, mon père avait l'habitude de dire, quand il donnait un cours, si personne n'a de questions, on peut recommencer le cours, ça veut dire que personne n'a rien compris. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes ta correspondance et ton écart favori dans cette exposition.
Non, tu vas pas me faire choisir entre mes enfants, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Non, il faut demander, et je pense que ta question m'amène à autre chose, si vous voulez bien. C'est la question de l'intention. En fait, Laurence est venue à mon atelier, et moi, je n'ai pas travaillé pour cette exposition. J'ai fait 2 pièces dans l'exposition. Tout ce qui est là appartient, grosso modo, à ce qu'il y avait dans l'atelier, dans le chaos de mon atelier. Et qu'on a visité attentivement, petit à petit, on enlevait une couche après l'autre, les strates les unes après les autres, etc. Donc il n'y a pas eu d'intention absolument de rapprocher ça avec ça dans un a priori, et je n'ai pas travaillé en visitant d'abord les collections. Je me lis. Comme c'est le regardeur qui fait le tableau, nous proposons ici aux visiteurs de créer ses propres liens, de donner sens et vie aux écarts et correspondances à partir de son imaginaire ou de ses références propres. Les écarts, correspondances, conjonctions, analogies, intervalles entre des œuvres permettent de percevoir tout ce qui peut contribuer à rendre effectif cet effort collectif de l'humanité dans la durée pour répondre à ses besoins fondamentaux d'ordre spirituel. Les permanences et les mouvements des formes contredisent la notion de progrès en art. Quelle belle conclusion. Alors, ça ne sera pas la conclusion. Une fois n'est pas coutume, mais dans ce musée, certaines pièces sont à toucher, à caresser, dont certaines les yeux fermés. Merci.